l'audit. L'audit SEO, je vous ai dit tout à l'heure en préambule pourquoi je trouvais que c'était un sujet intéressant. Un sujet qui peut sembler basique comme ça, mais le nombre de gens qui peuvent bégayer devant le fait de faire un audit, et moi la première, parfois par quel bout prendre le site, par quoi je commence, mais qu'est-ce que je dois checker? Attends, est-ce que j'ai oublié ça? Pour poser un diagnostic vraiment complet, concret, et surtout qui va me permettre du coup, en fait le diagnostic il est ultra important parce que c'est ce qui va me permettre de mettre le curseur sur mon taux d'effort, ma priorisation des chantiers et du coup, in fine, mon efficacité à aller chercher de la croissance. Donc, c'est archi important. Et en fait, moi, j'avoue que j'ai du mal à comprendre les gens qui partent un peu tête la première de ah bah tiens, je vais optimiser le contenu, ah bah tiens, je vais faire ceci ou cela sans avoir une vue globale sur le site et sans avoir posé un diagnostic. Quand j'ai un diagnostic, c'est vrai que nous, chez Flair Agency, en tout cas, je prêche pour ma paroisse parce que je sais d'expérience et de discussion que ce n'est pas quelque chose que les gens partagent forcément avec moi. Mais moi, c'est vrai que quand je parle d'audit, je parle de recommandations aussi. Donc, c'est pas juste, tiens, ton site va mal et bonne chance. C'est ton site va mal et voici ce que tu dois corriger. C'est pas juste de l'observation, c'est, selon moi, la phase d'audit doit être de l'observation recommandation. Et pourquoi j'englobe tout d'un coup? Parce qu'en fait, si je commence à faire la partie diagnostic et à dire ça va pas, que je dis à la personne, bah ça va pas, et qu'après elle me dit, bon bah ok, bah maintenant il me faut les recommandations, bah le temps que je me remette dedans, je peux potentiellement être moins pertinente, perdre du temps, que quand j'avais le nez dedans, que je voyais vraiment le problème, que j'étais dans le projet, bah d'être beaucoup plus pertinente pour aller sortir après une vraie recommandation. Donc voilà, pour moi l'audit, vous avez ma vision, c'est savoir quoi analyser et surtout mettre en face du coup des recommandations. Pirater, j'en ai fait je ne sais pas combien, mais j'ai toujours un fond d'angoisse. Est-ce que je vais trouver des recos à formuler quand je démarre un audit? Bah tout à fait, franchement, on va pas se mentir. Et merci pour ton honnêteté piratée. Et en plus, là, vous pouvez vous lâcher, franchement, vous êtes en mode pseudo, anonyme. Franchement, on n'est pas là pour juger, n'ayez pas peur. Mais c'est vrai que t'as beau en avoir fait plein. Enfin, moi, je sais que ma crainte, tu vois, c'est toujours de me dire, est-ce que j'ai pas oublié un truc? Tu vois, c'est con, mais c'est toujours ça. Toujours de est-ce que j'ai pas oublié d'aller checker un truc qui potentiellement peut être pénalisant. Voilà. Ça, c'est un peu le syndrome de la bonne élève. J'imagine que vous avez plein d'autres craintes. Bah, tu vois, pirater, c'est est-ce que, ok, je vois qu'il y a une problématique, mais est-ce que je vais trouver une bonne reco à formuler pour aller gérer cette problématique-là? Parce qu'il y a de ça aussi, c'est comment être impactant auprès de ton client pour que soit il puisse transmettre l'information au développeur, donc être assez complet, et que lui aussi il capte pour qu'il se sente investi dans le projet. Donc c'est plein de trucs comme ça. Donc moi déjà, on va parler plutôt de technique aujourd'hui. À travers la checklist que je voulais vous partager, les checklists, et encore, ça simplifie tellement les audits. Merci Amanka parce que tu me fais une super transition. C'est clairement la promesse de ce live-là, c'est de vous passer une checklist. Parce que moi, c'est que comme ça que je fonctionne. Vraiment, j'ai un Google Sheet. Et tu sais, j'ai des cases et je coche les cases, quoi. Tu vois, tu sais, en mode très méthodo pour être sûr de ne rien oublier. Et du coup, on va plutôt s'atteler au côté technique. Parce que bon, le contenu, poser un diagnostic dessus. Alors, on en a parlé tout à l'heure avec la cannibalisation. Mais je trouve ça plus simple, entre guillemets, à pas oublier à diagnostiquer. Enfin, c'est-à-dire que tu peux pas te dire ah, merde, tiens, j'ai oublié de regarder la qualité de mon contenu. Non. Donc du coup, ça c'est vrai que je l'ai un peu mis de côté. Moi, c'est plutôt la checklist de tous les points un peu structurants autour du site, qui je sais en plus par expérience peuvent faire un peu peur. Et donc, trêve de bavardage. Hop. Ah, je suis désolée, je vous ai fait un truc hyper crade. Ouais, je vais pas mytho, c'est pas ouf comme capture. Vous avez vu, on soigne quand même l'esthétisme général du studio, de l'habillage, de tout ça. On essaie de faire des trucs jolis. Parce que l'esthétisme, c'est important pour faire passer des messages, pour donner envie aussi. Là, j'avoue, j'ai fait un truc crade. Bah, en fait, vous avez vu, c'est pas du mytho. En fait, je vous ai screen mon Google Sheet. Bah oui, c'est le Google Sheet qui a au sein de l'agence. C'est la checklist à pas oublier de checker tous les points du site. Est-ce qu'il manque des trucs? Non, je crois pas, mais après, il y a une sous-partie dont je vais vous parler tout de suite. Donc ça, c'est tous les points qui sont hyper importants à aller checker.
Si on les pointe, alors je vais pas les faire un par un. Pour le coup, j'ai un podcast qui arrive, un épisode de podcast qui reprend point par point comment faire un audit. Et là, je donne vraiment toutes les définitions et du coup les recommandations qui vont derrière. Donc, je vous inviterai à le découvrir. Mais là, le but, c'était aussi de vous partager. Je vais faire le fanzouz, mais vous soignez aussi le son de votre podcast dont vous avez peut-être déjà parlé. Mais incroyable, vous êtes trop fort. Vous êtes dans ma tête. Entre Avoncar qui parle de checklist, boum, je balance une checklist. Piraté qui parle du podcast et boum, je parle du podcast. Trop fort. Effectivement. Effectivement. Là, rappelle-moi, Piraté, et c'est hyper gentil de parler de notre podcast. C'est vrai qu'on en a fait très peu la pub parce que on était focus sur d'autres choses, donc on priorise parce qu'on peut pas être partout. Même si on essaie de l'être, je crois que vous avez vu qu'on était un poil hyper actifs à travers les lives, les apéros, les podcasts, les conférences dans les différents salons. Mais non, on n'est pas du tout passionné par notre métier. C'est faux, c'est faux. Merci en tout cas de remarquer que le son du podcast a été extrêmement travaillé. Et je sais pas s'ils me regardent là, mais en tout cas, je vous embrasse le studio pour tout le travail que vous avez fait à travers ça, à travers le générique et tout ça, pour que ça soit qualitatif et surtout facile pour vous qui nous regardez les fléros. T'as vu Storm? Les fléros à nous écouter et que voilà, on soit proche de vous, mais de manière sympathique. Du coup, voilà la liste. Donc, le robot TXT et le sitemap XML. Donc, le robot TXT, c'est assez facile à checker pour le coup. On check surtout si il n'y a pas eu de. Si surtout on n'a pas bloqué des choses qu'on devait pas bloquer. Donc, on check bien ça, le sitemap XML, surtout sur les gros sites où c'est un fichier qui nous permet d'optimiser l'exploration de Google de nos URL. Donc, ça, bien sûr, s'assurer qu'il est à jour, qu'il n'y ait pas, qu'il y ait que des URL en 200, surtout qu'ils soient dans le sitemap. Et voilà, s'assurer surtout, d'une, que vous l'avez, de deux, qu'il soit en adéquation avec ce qu'il y a sur votre site, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes URL, donc qu'ils soient vraiment à jour et que ce ne soient pas des URL à l'ancienne, parce qu'on a oublié de mettre à jour notre sitemap. Donc qu'ils soient bien à jour et surtout avec des URL en 200. S'assurer qu'on a une bonne structure de site, donc le balisage HN, donc le H1, le H2. Donc là, s'assurer, au-delà même de son optimisation, c'est s'assurer que sur chaque template, on ait une structure en fait de HN qui soit cohérente avec un H1, un H2, un H3 et la possibilité, si vous n'en avez pas, de rajouter des H2 et des H3. La structure des URL et leur langue, c'est vrai que ça peut sembler con, mais parfois on oublie de bien checker comment sont construites les URL, s'il n'y a pas de l'encodage, des problèmes d'encodage parce qu'on a mis des caractères spécifiques un peu crado. Et ça, c'est con, mais ça peut avoir un impact justement sur le diagnostic même que Google peut faire de votre site. Donc, bien s'assurer qu'on a des URL qui soient cohérentes avec le contenu, qui suivent la navigation, qu'il n'y ait pas des problèmes d'encodage, que quand on est sur la version française, les URL soient en française, soit français, pardon. Et à l'inverse, quand on est par exemple sur une partie anglophone, que les URL soient en anglais. Donc bien s'assurer qu'il y ait une cohérence à ce niveau-là. La profondeur des pages aussi, qu'on n'ait pas une profondeur des pages abyssale, mais qu'on soit surtout dans une moyenne de 3 à 4 clics maximum. Surtout à checker sur vos pages, notamment ultra importantes, que celles-ci soient facilement accessibles, que ce soit accessible à la fois pour les internautes, mais également pour les robots, qu'elles soient faciles à explorer et du coup à indexer, qu'il n'y ait pas ce genre de problème-là. Donc ça, c'est indispensable de checker la profondeur des pages. Également, n'oubliez pas d'aller checker sur votre Search Console. Et juste après ça, j'en reparlerai des outils, mais effectivement, vous avez tout ce qui est redirection, exploration, les pages envoyées. N'hésitez pas à aller regarder du coup ce type de rapport-là qui, je trouve, font mention, sont assez révélatrices d'une certaine santé de votre site. Ensuite, les statuts codes, les statuts 400K, donc ça, la règle, elle est simple. Assurez-vous qu'il y en ait le moins possible, voire pas du tout, que si vous avez des URL en 404, effectivement, elles soient redirigées de manière assez globale. Je vais donner une règle générique en 301 vers la nouvelle page, vers une nouvelle page qui, elle, est disponible. Assurez-vous également que, ça, c'est normal que sur votre site, vous ayez des 301 parce que, comme je disais, ça se trouve, il y a des anciennes pages qui ont été redirigées. Donc, ça, c'est OK et c'est une bonne façon de faire. Mais évitez au maximum, dans votre maillage interne, d'avoir des liens vers les 301. C'est-à-dire que quand la personne, elle clique,
en fait, elle arrive sur une URL qui est redirigée et du coup, elle arrive enfin sur une URL en 200. En fait, cette petite latence qu'il peut y avoir, alors à l'œil nu, pas forcément, ça peut être assez rapide, la réponse serveur peut être assez rapide, mais d'un point de vue Google, bah, c'est des ressources supplémentaires et ça va avoir un impact sur ce qu'on appelle le budget de crawl. Donc du coup, essayez de cleaner au max votre maillage interne pour que tous les liens hypertextes, par exemple, que vous avez, ou même à travers votre arborescence, votre footer, les éléments de template, tous les liens vraiment dans votre site pointent un maximum vers des pages en 200, ce qui peut optimiser le budget de crawl. Et les URL 500, ça fait mention du coup des erreurs serveurs. Donc ça veut dire que si vous en avez, vous avez potentiellement des problèmes en termes de serveur, de latence, de réponse. Et donc ça, c'est très très mauvais. Donc il faut absolument l'identifier pour pouvoir après en parler généralement à l'équipe IT. Après, vous avez tout ce qui est balises canonical. Donc les balises canonical qui permettent la règle simple, toutes les balises doivent avoir, toutes les URL doivent avoir une self canonical. Donc assurez-vous bien de ça. Ou à l'inverse, si vous avez voulu faire pointer, canoniser certaines URL, indiquer à Google que finalement c'est pas cette URL là qu'il faut prendre en compte, mais c'est plutôt l'autre, mais que tu souhaites quand même la laisser disponible sur le site pour les internautes, assurez-vous que ça soit cohérent, qu'il n'y ait pas eu de problème justement de URL canonisée qui manque un peu de cohérence. Donc ça, bien à checker. On check aussi les pages orphelines. Ça, c'est vrai que c'est un vrai fléau. Parfois, on va créer une page et zut, on a oublié de le rattacher quelque part et du coup, ça se trimballe là, comme ça, dans la nébuleuse, alors que finalement, c'est une page hyper stratégique. Ça, il faut s'assurer que vous en ayez le moins possible pour faciliter encore une fois l'exploration et l'indexation de votre site. Ensuite, la pagination. Alors, la pagination, moi, c'est ma bête noire. Je déteste la pagination. Moins il y en a sur un site, mieux je me porte, je vous le dis. La pagination, et vous aussi d'ailleurs, hein, si vous travaillez le SEO, vous voulez travailler le SEO de votre site, évitez un maximum la pagination. La pagination, quoi qu'il arrive, sera de toute façon quelque chose de pas terrible d'un point de vue SEO. Après, il existe des méthodes pour qu'il y ait le moins de casse possible, mais dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui est terrible. En plus, moi, personnellement, je trouve que c'est un peu saut 2000 parce que d'un point de vue mobile, c'est toujours hyper chiant d'aller cliquer sur le petit lien pour passer à la page suivante ou même la petite flèche. Je trouve que c'est pas UX friendly, c'est un peu à l'ancienne, ce n'est que mon avis. Du coup, moi, je préfère du scroll infini avec du lazy loading. Donc là, faut faire attention effectivement à la bonne mise en place de ce genre de technique pour éviter d'avoir des temps de chargement beaucoup trop longs et du coup qui peuvent avoir un impact sur la visibilité pardon, de votre site. Mais voilà, évitez un maximum la pagination. Ou sinon, s'il vous plaît, si vous avez de la pagination, essayez de bien la structurer, que la première et la dernière page soient disponibles, que si vous avez beaucoup de pagination, essayez de faire quelque chose avec des dizaines pour faciliter encore plus l'exploration justement de Google de cette pagination. Ne me mettez pas, s'il vous plaît, de no-index ou de balises canonical vers la page 1 parce que c'est pas une bonne pratique, ça ne sert pas à ça les balises canonical, ce n'est pas le même contenu, donc ne faites pas ça. Et surtout, optez un maximum. Le Next Epreuve, moi, je le recommande toujours, je l'aime bien, parce que il est utilisé notamment sur Bing, donc ça mange pas de pain, c'est facile généralement à installer. Donc moi, le Next Epreuve, je l'embarque toujours dans la reco de pagination. Le hreflang, effectivement, le check, la bonne mise en place sur les sites à différentes versions sur le SEO international. Et si c'est des questions que vous vous posez sur le SEO international, surtout n'hésitez pas, on a des lives dédiés justement sur YouTube et également en podcast. Si vous tapez le SEO Show sur Spotify ou Deezer, peu importe, ou sur Apple Podcast, vous avez un épisode spécial où on revient sur tout ce qui est recommandations sur le hreflang et comment on doit bien l'implémenter. Mais effectivement, c'est indispensable d'aller checker ça si vous avez un site international. En fait, ensuite, et je vais juste... voilà, vous avez vu, là, il y a un petit spoiler alert sur le JavaScript. Effectivement, si vous avez un site qui utilise le JavaScript, surtout ne pas oublier quand vous faites tourner des crawls de mettre en place le fait que
le crawler doit aussi crawler les ressources JavaScript pour que vous ayez l'entièreté du site. Sinon, vous allez vous retrouver avec des trous dans la raquette. Je finis mon listing et après, je reviens au chat où j'ai vu que j'avais certains commentaires, notamment d'Avenkar. Ensuite, les données structurées. Il n'a jamais été aussi populaire de parler de données structurées que depuis effectivement les LLM, parce que toujours dans cette mouvance de faciliter au mieux la compréhension et le fait qu'elle puisse aller piocher l'information. Je parle des LLM. C'est vrai que les données structurées servent énormément à indiquer les informations et, comme son nom l'indique, à structurer. Donc, du coup, à bien checker si on a les bonnes données structurées, les products, les organizations, les trucs de base comme ça, surtout sur le côté e-commerçant, sur les reviews, les aggregate ratings, enfin, sur toute la partie product, ça va être hyper important pour votre visibilité, même l'affichage de données enrichies dans les SERP. Donc ça, là-dessus, bien checker. Vous pouvez vous aider de schema.org notamment, ou des... oui, il existe toujours le test des données enrichies de Google. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Test de données ou enrichi, ouais, je crois que ça s'appelle comme ça, pour checker qu'il n'y a pas d'erreur dans l'implémentation. Ça, c'est... Enfin, moi, le schéma.org, c'est ma vie. Les WebP, donc effectivement, les web performance, donc c'est tout ce qui est d'aller checker le temps de chargement de votre site. Donc, vous pouvez utiliser PageSpeed Insight de manière un peu manuelle pour aller checker plusieurs templates. Donc, surtout, ne checkez pas que la homepage. Allez tester aussi des listings produits, des articles de blog, des pages de présentation de catégories pour checker si vraiment tous vos templates sont OK d'un point de vue temps de chargement. Vous pouvez le faire donc via PageSpeed Insight, mais également via un crawler pour aller récupérer tous les KPI des Core Web Vitals, comme le CLS et tout ça, et l'INP, pour justement checker de manière globale si toutes vos pages sont OK d'un point de vue temps de chargement. Ensuite, de bien checker le fil d'Ariane. C'est vrai que le fil d'Ariane, on a tendance à l'oublier, mais je trouve qu'en termes de justement optimisation de l'exploration et s'assurer qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette et que ça suit bien la navigation, surtout ne pas oublier d'aller checker le fil d'Ariane qu'après on va mettre en données structurées breadcrumb pour bien indiquer qu'on a un fil d'Ariane. Et après, si on veut aller plus loin, l'analyse de log. Donc là, c'est un niveau plus au-dessus, pardon, on va carrément récupérer les données serveurs pour analyser sur quelle page passent les robots Google et les robots LLM aussi, et pour voir si tout se passe bien ou s'il y a des latences. Ça, c'est hyper intéressant, mais ça, on est dans un niveau un peu plus supérieur, mais il faut quand même pas l'oublier, et du coup, se focus dessus à un moment donné. Donc ça, c'est la checklist complète pour poser un diagnostic et aller checker s'il n'y a pas des trous dans la raquette d'un point de vue SEO. Je trouve que c'est aussi bien pour les experts SEO, parce que nous, c'est clairement la checklist qu'il y a dans l'agence, mais également chez l'annonceur où, à un bout d'un moment, tu veux te faire une idée globale, voilà, tu peux aller checker ces différents éléments-là et c'est hyper intéressant. Il y a aussi, et attendez, touk, je reprends. Donc, Piraté qui disait qu'il avait écouté le podcast parce qu'effectivement, le SEO Show aussi est décliné en format podcast. Il y a déjà deux épisodes disponibles, pardon. Et effectivement, merci. Piraté qui dit par contre, si Marilo a du CPF, il va falloir bosser un peu l'anglais. Oh, ça tire à balles réelles. Ça tire à balles réelles. Pourquoi dis-tu ça? Après, des fois, en live, c'est dur. Tu sais, moi, j'ai dit, je sais plus quel terme j'ai dit en anglais pendant l'apéro parisien. C'était Bright Age. J'ai bégayé de ouf. J'ai bégayé de ouf. Tu vois, Search Engine Land, tu vois, tu peux bégayer de ouf. Bravo, bravo, piraté. Avencar est d'un point de vue répartition du jus SEO, un lien qui passe par 320, c'est 25% de puissance en moins. C'est hyper important de s'assurer que les liens qui sont dans les templates à travers tout le site soient bons à minima. Exactement. Donc, quand Avencar dit des éléments de template, juste, j'essaie de... C'est très clair Avencar, mais juste, j'essaie à chaque fois de m'adapter vraiment à tous les niveaux et toutes les questions qu'ils peuvent avoir. Donc, les éléments de template, c'est s'assurer qu'effectivement, dans votre menu, donc généralement en haut, ce qu'on appelle le header aussi, il n'y ait pas de lien en 301 et aussi dans votre footer, qu'il n'y ait pas de lien en 301, les éléments de template, parce que s'il y a des liens en 301, potentiellement, ils vont se retrouver sur toutes les pages du site et donc l'impact est d'autant plus important. Donc effectivement, à minima, essayez de checker ça
au niveau des liens vers les pages en 301. Comment tu gères le cut-off du crawl à 2 MB par page, du coup, en Infinity Scroll? Ça se gère extrêmement bien. Ça se gère extrêmement bien avec du lazy loading. Alors, à 2 MB et tout ça, je pourrais pas te donner proportionnellement les temps de chargement parce que là, du coup, c'est plutôt du côté dev. Mais en tout cas, je peux t'assurer qu'il y a une tonne de sites, notamment qui ont beaucoup, beaucoup de références produits, qui n'utilisent pas la pagination. Je crois également que c'était le cas sur un site e-commerce qu'on avait, mais je ne veux pas dire une bêtise et balancer un nom comme ça. Mais tiens, Mano, attends, je regarde direct. J'ai pensé à Mano, la directos. À checker, mais il me semble que oui. K, K2, OK, 5. Tiens, ça faisait longtemps que tu n'étais pas intervenu dans le chat. Yo, pour les données structurées, uniquement celles proposées par Google, on va plus loin avec la totale proposée par schema.org. Excellente question. Bah, de base, on va par celles qui sont le plus utilisées et proposées par Google, notamment dans sa doc. Et après, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Et je suis très contente que tu poses la question parce qu'en fait, il existe une tonne de données structurées. On peut vraiment aller très très loin pour vraiment structurer toutes les informations qui sont sur votre site. Et vous avez une bibliothèque énorme sur schema.org. Donc, en tout cas, tu ne seras jamais pénalisé d'avoir été plus loin à utiliser d'autres données structurées. Idric Ervan, what's up from La Réunion? Ah, ça faisait longtemps aussi, en pleine rédaction d'une proposition de prestation GEO. Oui, j'ai un nouveau micro, Idric. C'est un cutter. Mais, bah, trop bien. Écoute, au plaisir de répondre. Je ne sais pas quoi dire de tout ça, mais en tout cas, bonne chance, bon courage de faire le trait avec toutes ces informations-là. Et si tu veux t'aider avec différentes ressources, tu sais très bien que tu peux tout retrouver sur YouTube ou à travers notre podcast, le SEO Show. Et d'ailleurs, bah, c'est ce que je disais, Idric, je sais pas si tu étais là, mais jeudi, on fait un live sur justement le Géo et Reddit qui permet bah, justement de booster ta visibilité. Donc voilà, au plaisir d'échanger sur le sujet. Et ce que je voulais rajouter sur la partie audit, c'est que au-delà donc de la checklist, et je pense que vous avez eu le temps de faire une capture d'écran, de toute façon, encore une fois, il y aura le replay sur YouTube et sur Twitch. Hein, d'ailleurs, il est bien avant sur Twitch que sur YouTube, donc vous pourrez le refaire. Mais au pire, je peux vous la laisser. Mais aussi, ce que je recommande au-delà de cette checklist pour faire un audit vraiment complet, c'est le site de points. Tout à l'heure, on en parlait avec la cannibalisation, mais je pense que c'est hyper important. C'est con, mais je pense que parfois, on a trop tendance à se jeter sur les différents points ou se jeter sur notre crawl, alors que le crawler n'est pas forcément le seul outil qui permet de faire un audit SEO, mais un petit site de points. Moi, c'est toujours comme ça que je commence pour appréhender justement, commencer à cartographier le site. Vous voyez, parce que bah, vous avez l'URL et le fil d'Ariane du coup qui va ressortir sur la page de résultats. Mais vous voyez du coup les différentes rubriques. Du coup, ça vous permet, ça aide de comprendre comment le site est foutu. Vous voyez déjà la bonne santé au niveau des titles, ce qui est assez, je trouve, révélateur bah, de la maturité que peut avoir le site d'un point de vue SEO. Vous pouvez déjà vous rendre compte s'il y a des URL bizarres qui remontent et donc des potentielles erreurs à corriger techniques, que ce soit des 404 ou des URL qui ne devraient pas être en ligne, répondre en 200 ni indexées, parce que c'est des anciennes pages avec... Enfin voilà. Mais c'est fou, pirater. Non mais c'est fou. On est clairement en connexion, toi et moi. Dès que je dis un mot, hop, tu réponds sur le chat. Je trouve ça incroyable. Donc effectivement, le 6 de points, je trouve que c'est archi sous-coté. Alors que c'est une petite manipulation, je trouve, 1000 fois emportée dans sa besace pour se faire une idée du site. Et je trouve après mieux appréhender en plus le crawl. Donc ça, vraiment, 1000 fois. Et surtout, effectivement, on n'oublie pas la partie indexation de la Search Console. Avant même de faire tourner un site avec le petit site de points et tout ça, je pense que ça donne aussi un petit peu d'historique sur ce qui s'est passé sur le site. Et surtout, je trouve que c'est archi sous-coté. Alors que tout ce qui va être exploration et indexation, en fait, va être vraiment bah, la base de votre expertise SEO. Parce que si vous avez du mal à faire explorer les pages de votre site ou si vous avez du mal à les faire indexer,
bah, du coup, vous allez beau faire tous les plus beaux contenus, obtenir des liens, ça va quand même être problématique, quoi, si vous n'arrivez pas à les faire apparaître. Et pour voir quelle page remonte en premier exactement, je trouve que c'est une très bonne remarque, le site de points aussi, au-delà même de tout ce que je viens de vous dire, de cartographier, comprendre les différentes rubriques, regarder la bonne santé des titles, je trouve qu'effectivement, c'est très révélateur de vos top pages, en fait. Si vous vous posiez encore la question de, pour Google, quelles sont les pages les plus importantes, un petit site de points et ça vous donne déjà pas mal d'indices là-dessus. Et du coup, pour vous aider, tout à l'heure, on en parlait sur l'audit SEO. Donc, pour vous aider effectivement à récupérer toute la data, à automatiser un petit peu plus aussi votre travail autour de l'audit, on utilise la Search Console en termes d'outils. Et vous pouvez aussi utiliser, et je le recommande très fort, un crawler, que ce soit Screaming Frog, OnCrawl et Botify. Ce qui est intéressant avec Screaming Frog, c'est que vous pouvez faire tourner un crawl de moins de 500 URL de manière gratos. L'inconvénient, c'est que c'est un outil du coup à installer sur votre site, donc sur votre site, non, sur votre ordinateur. Donc si vous avez une machine qui peine un peu, ça peut ralentir un peu votre machine. Et après, si vous avez un peu plus de moyens, effectivement, utilisez OnCrawl, qui là est un outil SaaS, donc ça tourne chez eux, ça prend pas de bande passante chez vous, et vous avez un peu plus de datavis qui vous permet de capter plus facilement les différents problèmes ou même de les montrer à d'autres gens qui font pas de SEO. Ça peut être un petit peu plus chaleureux et pédagogique de montrer les différents graphiques. Et Painpoint, par contre, avant de clôturer cette partie-là, moi, je suis pas du tout fan et je sais pas ce que vous allez me dire dans le chat. Pour faire un audit SEO, je n'utilise absolument pas des outils comme SEMrush ou Ahref. Pour le coup, je trouve que c'est pas forcément des très bons outils pour faire ce genre d'audit. En tout cas, sur les différents points là que je viens de vous citer. Pour vous faire une idée de la qualité du contenu, des mots-clés, pour aller plus loin sur les thématiques de mots-clés sur lesquels vous remontez avec votre visibilité, ça c'est OK. Vous pouvez créer un projet. Mais alors, allez auditer votre site sur tous ces points-là à travers, par exemple, SEMrush qui, je sais, a lancé son propre crawl, pardon, et du coup remonte certaines données techniques pour l'avoir testé et retesté. Non, non, franchement, c'est pas très bon. Tu vois, Avencar et SEMrush à Ahref, Kata pour de l'audit technique, à la limite de la surveillance. Effectivement, je trouve ça catastrophique. En plus, je trouve qu'on a du mal à récupérer la data qui est explorée. Ça surgonfle certains chiffres, ça panique pour rien. Et en fait, ça manque, je trouve, de data à exploiter directement. Donc voilà, je ne le recommande pas si vous voulez plus un outil pour justement checker tous ces points très structurants de votre site et que vous voulez pas mettre les moyens, je vous recommande plutôt un Screaming Frog. Vous verrez, il n'y a pas de quoi paniquer. Plutôt qu'un projet un peu cher sur SEMrush là-dessus. Quick, c'est pas mal pour faire de l'audit par contre. Éventuellement, Ahref pour valider rapidement que les clients n'ont pas fait n'importe quoi en netlinking. Tout à fait. Mais c'est pour ça que j'ai reprécisé sur la checklist là. Sur la partie sémantique et netlinking, SEMrush peut être et Ahref peuvent être très intéressants. Mais effectivement, pour tous les trucs très structurants et qui permettent de poser un diagnostic vraiment de votre site sur ces points-là que je viens de vous citer, je ne vous le recommande pas. Donc, je le répète, Screaming Frog, OnCrawl ou Botify, et surtout votre SEMrush, votre cerveau et les pages de Google. Et déjà, et tous ces points-là, vous pourrez vous donner une idée beaucoup plus précise de est-ce que mon SEO est chouette sur mon site ou c'est un peu la cata. Il faut que j'arrive à démêler ça et dans ce cas-là, faire peut-être appel à un expert SEO pour vous aider à aller plus loin. Voilà, c'était mon dernier live.